savez désormais comment la conjecture de Poincaré est née, comment elle a évolué jusqu'à arriver à sa formule finale. Tout objet sans trou est une sphère. Savez-vous qui sont les mathématiciens qui ont essayé et même sont parvenus de façon fructueuse à faire avancer la question? Attention, je n'ai pas forcément dit résoudre, j'ai dit avancer. Eh bien, prenez un café ou une boisson et laissez-moi vous raconter l'évolution de la conjecture de Poincaré. Cette question hanta un nombre important de mathématiciens hors pair pendant un siècle, une douzaine au minimum. Mais qui sont ces mathématiciens? Petite interruption, je vous prie de m'excuser. Avant de continuer, j'aimerais vous préciser que l'histoire et les détails de cette narration sont tirés du livre Conjecture de Poincaré de Georges Spirou. Je le conseille vivement car il permet vraiment de nous plonger dans l'histoire de la résolution de la conjecture de Poincaré et permet de reconnaître ou découvrir comment se déroulent des travaux de recherche dans le temps sur un sujet en mathématiques notamment. Vous pourrez vous le procurer par mon lien Amazon affilié dans la description. Et maintenant, revenons à la vidéo. Mais comment se fait-il que cette question ait résisté si longtemps? Tant de questions restées non élucidées, inachevées, pendant la presque éternité que représente un siècle. Pour comprendre l'ampleur que cette histoire a prise, dites-vous que la Société de mathématiques américaine fut obligée de créer un numéro de classification dédié uniquement à la conjecture de Poincaré. Le résultat paraissait très simple aux yeux des mathématiciens au premier abord. Elle semblait tellement évidente en pratique que le monde mathématique finit par se convaincre que la conjecture était correcte. Sans surprise, cette méthode s'est révélée totalement inefficace en pratique. Henry put apporter des éléments intéressants mathématiquement, en général, mais n'a pas pu aboutir à une conclusion probante pour autant. Le second mathématicien qui a vraiment tenté de résoudre cette énigme incarnée par la conjecture de Poincaré est arrivé 25 ans plus tard, approximativement. Il est question de Christos Papakyriakopoulos. Waouh, c'est du nom ça. Vous ne m'en voudrez pas si je l'appelle juste Christos. Alors, Christos est né en 1914 à Chalandri. J'ai probablement une prononciation désastreuse. Enfin, reprenons. Christos entra au prestigieux Institut national de technologie de Metsovion et se spécialisa dans la topologie algébrique, discipline non enseignée en Grèce. Durant sa thèse, qu'il termine en 1943, il résolut une conjecture appelée Obvermutung, centrale en topologie et plutôt analogue à la conjecture de Poincaré. Donc, Obvermutung signifie grande conjecture. Celle-ci indiquait que deux triangulations quelconques d'un polyèdre sont équivalentes. Vous êtes perdu? C'est normal. Mais heureusement, ce ne sera pas nécessaire pour la compréhension de la question principale. Vous pouvez juste retenir que cette conjecture tente d'établir le même type de propriété que celle de Poincaré. Des équivalences entre objets topologiquement, ou corps dans notre cas. Ces travaux le firent remarquer par le plus réputé des mathématiciens grecs, Karatéodoré. Ceci lui a permis, sur recommandation de Karatéodoré lui-même, d'obtenir son doctorat. Par la suite, il travailla sur différents problèmes non résolus tels que le théorème de la boucle, le lemme de Den et le théorème de la sphère. Voyez-vous encore une ressemblance avec les thèmes principaux de cette vidéo? Oui, c'est encore normal. Ce sont justement ces travaux qui nous permettent de dire qu'il est l'un des mathématiciens potentiellement capables d'arriver à bout de la conjecture de Poincaré. Il a résolu déjà 4 conjectures sur le thème des équivalences topologiques, rappelons-nous. Toutefois, c'est après ces travaux qu'il commença à travailler sur les corps en 3 dimensions. Oui, j'ai sous-entendu jusqu'à maintenant que nous étions en 3 dimensions pour la sphère, et donc que nous étions dans un espace à 4 dimensions. Car il est important de préciser que la sphère que vous connaissez dans l'espace de dimension 3 est une surface, et donc est de dimension 2. Par le fait qu'un espace à 4 dimensions est difficilement concevable pour nous, humains qui voyons en 3 dimensions, il ne m'était quasiment pas possible de représenter des illustrations dans un espace en 4D, c'est-à-dire 4 dimensions. Enfin, reprenons. Christos, à partir du début des années 1960, se mit alors à travailler sur la conjecture de Poincaré,
à vrai dire jusqu'à sa mort. L'aspect le plus intéressant était sa démarche, autrement dit son plan d'action. Dans un premier temps, il voulut réduire la conjecture de Poincaré en la scindant en deux approches. La première en topologie et la seconde en théorie des groupes. Ce qui paraît totalement logique du point de vue de la topologie algébrique, qui fait cohabiter l'algèbre et la topologie. Son idée fut de créer deux conjectures à prouver, permettant à leur tour de démontrer la conjecture mère qui était celle de Poincaré. Ça n'a pas été aussi simple. Un jeune chercheur de l'Institut courant du nom de Bernard Maskit démonta la stratégie de Christos. D'une part, il trouva un contre-exemple à la conjecture de Christos. Cela mit la démarche de Christos dans une impasse. Retour à la case départ, la conjecture de Poincaré originelle. Mais tout n'était pas perdu. La détermination de Christos mena ce dernier à rectifier son argumentation. Mais malheureusement, encore une fois, cette argumentation fut encore démontée. Par Maskit. Christos essaya pour la troisième fois d'insister avec ce plan en rectifiant encore les conjectures, mais sans succès. Il se fit démonter encore une fois ses conjectures. Et devinez par qui? Encore par Maskit. La quatrième fut la bonne. Ouf! Il trouva enfin un nouveau couple de conjectures. Cette fois, ce couple était solide et muni d'un raisonnement sans faille. Ces conjectures furent ensuite publiées dos à dos dans le bulletin de l'AMS en 1963. Par la suite, Christos publia un article de 56 pages donnant dans les détails toutes les démonstrations nécessaires dans les Annals of Mathematics. Pour résumer, en ce qui concerne Christos, pour la première étape, mission accomplie. Il réussit à réduire la conjecture en deux plus petites, entre guillemets, conjectures, dans deux approches distinctes. C'est parti pour la seconde étape! Eh bien cela ne s'est encore pas passé comme prévu, pour changer. Les travaux de Christos subirent un blocage net. Le plus est qui passa ses 12 dernières années, de 1963 à 1975 en vain, à essayer de surmonter les problèmes rencontrés. Il essaya seul, sans en parler à des collègues, ce qui n'a pas arrangé son avancement dans la question, à résoudre cette conjecture. Plus tard, ce fut une mathématicienne israélienne, du nom d'Elvira Strasser-Rappaport, à démontrer une des conjectures de Christos. Elle publia sa preuve dans son article « Démonstration d'une conjecture de Papakyriakopoulos » qui parut dans les Annals of Mathematics. Elle ne parvint toutefois pas à prouver la seconde, mais c'est déjà pas mal. En 1979, un mathématicien indien, Andadasrarup Gadé, veuillez encore excuser ma prononciation, nous allons l'appeler Gadé, proposa à son tour sa conjecture dans le Bulletin of the American Society et montra que c'est une conséquence des deux conjectures réunies de Christos. Plus tard, James McCool de l'Université de Toronto démontra que la conjecture de Gadé est fausse, ce qui démonta le fait que les conjectures de Christos ne pouvaient pas être vraies toutes les deux en même temps. Comme selon les travaux d'Elvira Strasser-Rappaport, une des conjectures était vraie, alors nous en déduisons qu'une des conjectures de Christos était fausse, pas les deux, ce qui a jeté à la poubelle toute la démarche mise en place auparavant par Christos. Et encore une fois, un retour à la case départ. Dans le temps, une multitude d'autres impasses furent relevées, entre ceux qui essayaient réellement de prouver la conjecture et d'autres qui essayaient de la réfuter. Bon, elles sont toutes pertinentes mais impossibles à répertorier de façon succincte ici. Je mettrai en avant les avancées les plus fructueuses. Je vais alors poursuivre avec William Thurston. William Thurston est un mathématicien qui naquit en 1946 à Washington. Spécialisé dans la topologie et professeur titulaire depuis 1974 à l'université de Princeton à l'âge de 28 ans. Pour également cerner le personnage et comprendre mieux son talent dans la discipline, rappelons qu'il reçut le prix Veblen de géométrie ainsi qu'une bourse de la fondation Sloan, toujours en 1974, pour ses travaux concernant les feuilletages. Il fut ensuite couronné en 1982 de la médaille Fields. Parlons alors de sa contribution pour la résolution de la conjecture de Poincaré. Alors William Thurston a énormément simplifié l'étude des objets de dimension 3. Il a permis de les simplifier grâce à une décomposition en objets plus simples, dits premiers.
Pour vous donner une analogie, nous pouvons décomposer en éléments simples un nombre en ce que nous appelons des facteurs premiers. À vrai dire, cette décomposition a déjà été prouvée pour les objets de dimension 3 par Adolf Kneser en 1929. La réelle contribution de Thurston fut de montrer partiellement qu'en dimension 3, il y avait un nombre fini d'objets premiers. La version complète de cette affirmation donna lieu à la conjecture de Thurston. Oups, j'ai utilisé le mot variété, mais pas de panique, dans notre contexte, c'est synonyme d'objet. Ces travaux ont servi de point de départ à Richard Hamilton. Richard Hamilton était un mathématicien né en 1943 à Cincinnati. Il fut un passionné précoce de la géométrie en 3 dimensions. Il obtint son doctorat en 1966 à l'âge de 23 ans à l'université de Princeton, puis fut professeur dans différentes universités, dont l'université d'Irvine en Californie. Des années plus tard, en 1996, il reçut le prix Oswald Veblen de la Société mathématique américaine. Ça, c'était pour situer le personnage. Sa contribution était principalement d'apporter une approche par les équations différentielles du problème posé par la conjecture de Poincaré avec un autre mathématicien, Ching-Sung Yao, lauréat Fields tout comme Hamilton la même année et réputé pour ses travaux en géométrie différentielle et sur les équations différentielles. Hamilton, pour essayer de résoudre la conjecture en étudiant les objets construits auparavant par Thurston, introduisit les flots de Ricci, du nom du mathématicien italien du 19e siècle, Gregorio Ricci-Curbastro. Le flot de Ricci était un moyen d'étudier et de caractériser les transformations régulières d'un objet en un autre. Dans son cas, il était question d'une transformation régulière en une sphère. C'est exactement avec ce flot que les équations différentielles interviennent dans le problème. Selon Yao, cet outil permettrait à Hamilton de résoudre la conjecture de Poincaré. Le flot de Ricci était, selon la conception d'Hamilton, un moyen de lisser les objets en supprimant de façon fluide tous les plis, les bosses ou trous possibles, analogue au botox sur le visage des mannequins qui supprime toutes les rides ou pattes-doigts. L'objet de départ et celui d'arrivée restent le même topologiquement, tout comme le patient avant et après l'injection de botox. Il s'agit toujours de la même personne. Malheureusement, comme nous pouvons nous y attendre, il y eut des complications. Ça n'a pas été aussi simple. Le flot de Ricci a des effets secondaires sur les objets déformés. Il faisait apparaître des coins, des coupures et plein d'autres sortes d'irrégularités qui sont nommées singularités. Retenez ce mot. Le flot de Ricci, également à cause de ces singularités, ne promettait plus certaines conservations de propriétés telles que le volume des objets. Heureusement, ce dernier problème fut résolu par Hamilton lui-même en réajustant les proportions afin de conserver le volume. Autrement dit, en réajustant d'une certaine façon le flot de Ricci. Cependant, certains problèmes persistent encore. Le comportement du flot de Ricci dans chacune des directions était très différent et même opposé dans certains cas, ce qui empêchera de se ramener à une sphère. Son objectif était de transformer progressivement, sans problème, un objet en sphère, puis le rétrécir jusqu'à le réduire à un point et le faire disparaître dans le néant. Pour cela, il étudie la variation des courbures de l'objet par le flot de Ricci. Plusieurs catégories de singularités se sont présentées à Hamilton lorsqu'il a utilisé le flot de Ricci sur les objets de dimension 3. Mais il y en avait une seule qui posait vraiment problème, la singularité en cigare. La singularité en cigare consiste à considérer un cigare avec l'extrémité arrondie avant d'être coupé. Ensuite, en notant que le cigare tel que nous le connaissons est de dimension 2, nous le multiplions, entre guillemets, par un segment de droite afin de lui ajouter la dimension manquante. Vous ne voyez pas? Pas de panique. Pour l'expliquer différemment, vous prenez la surface du cigare, vous lui ajoutez une certaine épaisseur,
et vous considérez toutes les couches ou tranches obtenues. Avec cette opération, le cigare est à présent de dimension 3. Hamilton remarqua que le problème principal se manifeste lorsque les courbures de l'objet changent, disons, subitement. C'est-à-dire, si vous prenez l'extrémité arrondie du cigare, vous avez une courbure positive strictement, car bombée vers l'extérieur. Et du côté cylindrique, une courbure nulle le long du cigare, car vous avez une ligne droite, ce qui n'est pas courbé. C'est justement ici, au niveau de la jointure entre cylindre et l'arrondi, que la courbure change subitement. Le chapitre 3 de cette série s'achève ici. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Encore une fois, vous trouverez le livre de Georges Pirot intitulé La conjecture de Poincaré, édité par Jean-Claude Lattès par mon lien affilié Amazon dans la description. Vous retrouverez également dans la description les sources des photos utilisées, des sons, des titres. A plus tard pour le chapitre 4 de la série. Ciao!